présenter si tu... Ou sinon, si tu veux que... Ah non, mais tu l'as pas eu. Par contre, je vois plus rien, moi. Hein. C'est bon pour vous? Oui. Ok. Bonjour. Alors, attendez. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. On va attendre un tout petit peu, quelques secondes. Je vois qu'il y a encore des connexions. Oh, Pascal, je te laisserai voilà, m'avertir s'il y a des personnes qui prennent la main pour parler ou quoi que ce soit. D'accord? Pas de souci. Parce que je ne vois rien, moi, avec le partage. Ok. moi, je ne le vois pas, le partage d'écran. Je ne sais pas si ça fonctionne bien. C'est Si, bon si. pour toi, Pascal? Tout fonctionne Parfait. bien. Alors, les C'est personnes qui bon. arrivent sont en train de se présenter simplement C'est parfait. dans la conversation, ce qui est très bien. Ok. Parfait. Bonjour à toutes et à tous. On est à une soixantaine de participants arrivés. Je ne sais pas si vous aviez en tête le nombre de personnes attendues. Oui, tout à fait. On est à une centaine, un peu plus d'une centaine. Ok. Alors, on va peut-être patienter 1 ou 2 minutes. Oui. Ça. Voilà. Ouais, on attendra jusqu'à 35. Ça vous va? Ok. Il nous reste donc 1 minute. Alors, il y a des personnes qui n'ont pas d'image. Madame Demontul, Madame Despioches. Alors, comment se fait-il? C'est pas normal que vous n'ayez pas Là, d'image. ouais, Ouais. c'est pas normal. Ça veut dire que le problème plutôt de chez eux, Ah, puisque de chez l'écran est elles blanc. plutôt. Chez moi aussi, l'écran est blanc. Ils Pour le, aiment pour moi. pour le moment, l'écran est Ah blanc. bon. Chez moi aussi. Moi, et là, quand je fais comme ça, vous voyez quelque chose? Moi, c'est Non, partagé. Hein. non, toujours pas la mienne. On ne voit rien. L'écran est blanc. Alors, je reprends. Hop, Voilà. ok. Partager. Là, comme ça, vous voyez déjà. Ou pas? Non plus. J'ai eu des soucis avec Teams et ça a été désinstallé et réinstallé, mais Hmm. normalement tout fonctionne. J'ai un écran blanc aussi, Aïe, 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 aïe. comme tous les autres, finalement. Euh, C'est pas grave, je vais essayer de prendre la main. Je mets tout. Hmm. Là maintenant? Et maintenant? Non plus. Non plus la mienne. On n'a toujours rien. Ah, je suis désolée, mais Alors peut-être qu'il faudrait que comment est-ce qu'on peut faire? Que tu me transfères le ouais, support. je vais essayer de te Ah, ça y est, transférer le support. Ah, ça y est. Là, Audrey, c'est c'est pas Audrey là moi, qui a pris la main? c'est Audrey. Oui, c'est Audrey. Oui, voilà, c'est moi qui partage donc mon écran. Ah, Je vais à ce moment-là partager voilà, jusqu'au témoignage tant qu'on peut. Et puis ensuite, et moi, je vais on t'envoyer, échangera. Pascal, la version sans vidéo. D'accord? Ok. Parfait. Pour après, hein. Ou alors tu me fais un oui transfert ou autre, mais OK. Allez. alors ça semble être ok pour tout le monde. C'est parfait. OK, on va revenir
Bon, j'arrive pas à revenir à la... Par contre, j'ai un souci sur le défilement, donc j'espère que ça va aller. On Voilà, on est à la sur le page fond. 2, a priori, Audrey. Oui, je sais, mais du coup, j'arrive pas à faire passer les slides. Donc, c'est Ah, un vrai souci. c'est un vrai souci. Effectivement. Alors le mieux, ce serait quand même que Lamia elle puisse me faire passer le support, comme ça C'est ce j'essaye que de je suis prendre la en main. train de faire. Ok, C'est ce que je super. suis en train de faire. Je vais le faire sur WeTransfer. Ce qui est bien, c'est que pendant ce temps-là, on voit que nos invités nous rejoignent C'est ça. tranquillement. Voilà, j'ai réussi Ah, tu as trouvé la à page vous de remettre. défi. Voilà, exactement. Super. Alors, on va peut-être y aller. Bonjour donc à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints ce matin pour ce webinaire Optimiser les compétences de vos salariés et agents luttant contre l'illettrisme. Je remercie tous les partenaires qui ont participé à la préparation de ce webinaire, à tous les secteurs d'activité qu'on va pouvoir citer lors de ce webinaire. Et j'ai le plaisir d'accueillir ce matin Lamia Halal, donc chargée de mission nationale monde du travail, donc et spécialiste de la montée en compétences des salariés et agents, et Pascal Moulette, donc enseignant-chercheur à l'Université Lyon 2, qui va nous parler ce matin de la question de l'illettrisme et de l'électronisme en entreprise. Voilà. Alors, on retrouve. Alors, je t'interromps, j'ai une Oui, première question, oui. simplement avant le démarrage. Quelqu'un demande si le webinaire sera enregistré et consultable en replay et le PowerPoint transmis. Tout à fait, c'est une très bonne question. Merci Pascal et merci de l'avoir posée. Effectivement, ce webinaire est enregistré, il sera accessible en replay et on vous transmettra donc le PowerPoint après cette présentation. On sera même à disposition puisque vous aurez nos coordonnées à la fin. On sera à disposition pour répondre à toutes vos questions et vous mettre en relation avec vos opérateurs de compétences si nécessaire. Donc, bon webinaire à tous. Voilà. Donc, d'abord, qui sommes-nous en fait et pourquoi avons-nous organisé ce webinaire? Donc, le comité interopco francilien qui réunit en fait tous les opérateurs de compétences sur la région et qui comprend également Transition Pro Île-de-France depuis peu, mais également le CNFPT et la NFH pour la fonction publique, est en fait une déclinaison de l'interopco national qui permet d'aborder les sujets d'illettrisme et d'électronisme dans les organisations avec une certaine temporalité. On se réunit en fait 3-4 fois par an pour voir un petit peu où chacun en est, partager les bonnes pratiques, échanger les tuyaux et puis avancer sur ces sujets. Donc, c'est grâce à cette interopco qu'on est là ce matin et je remercie chacun d'entre eux. On ne va pas tous les citer, c'est pour ça aussi qu'ils sont à l'écran. Et l'idée, en fait, c'est d'agir pour améliorer les compétences de base des salariés et des agents tous ensemble, puisque ce sont les journées nationales en ce moment. On en parle au niveau voilà, de la totalité du territoire. Il est important que cette problématique soit soulevée pour que les salariés concernés n'aient pas honte et soient accompagnés comme il se doit. Donc, en fait, on intervient dans tous les domaines d'activité des membres. On va essayer d'ailleurs, c'est un grand enjeu ce matin, de parler de différents domaines d'activité. Lamia va présenter aussi les chiffres dans les différents domaines pour essayer de répondre un petit peu à tous vos enjeux, que vous veniez d'une grande structure ou d'une toute petite.
Donc, l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme anime ces interopco, aussi bien au niveau national qu'au niveau régional. Donc, qui sommes-nous? En fait, l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, on est une agence de mission et non pas de moyens. Donc, on accompagne les acteurs et on anime en fait notamment ces interopco, ces groupements. On est donc un groupement d'intérêt public interministériel. Ça signifie que la plupart des grands ministères siègent à l'Assemblée générale de la NLCI. Et notre agence donc, est située à Lyon, avec les chargés de mission nationaux, dont la MIA, voilà, sont à Lyon. Et puis ensuite, vous avez un chargé de mission par région sur tous les territoires hexagonaux et ultramarins. On est 18. Depuis 2 ans, nous avons également intégré un observatoire de l'illettrisme et de l'électronisme qui publie régulièrement des chiffres et des dossiers. Et d'ailleurs, il y en a un qui est sorti jeudi dernier sur les jeunes. Donc, vous pourrez aller voir sur le site de l'agence, le consulter. C'est très précieux pour tous ceux qui les accompagnent. Donc, notre mission, c'est d'agir pour réduire les fractures au niveau des compétences de base grâce à la mesure, avec notamment l'observatoire, la coordination des acteurs et l'outillage. Donc, on va en présenter quelques-uns, mais on a voilà, tout un panel de ressources pour aider les acteurs à mieux repérer et accompagner donc les personnes en situation d'illettrisme. Donc, qu'est-ce que c'est l'illettrisme? Déjà, en introduction, même si je sais que parmi nous, il y a des personnes qui connaissent bien le sujet, on voulait bien recadrer le propos. Donc, une personne en situation d'illettrisme a été scolarisée en France et pour autant, elle n'est pas autonome dans les actes de la vie quotidienne, en lecture, en écriture, en calcul et souvent aussi dans le numérique, c'est souvent lié. Donc, vous avez une petite vignette qui illustre ça, une dame qui ne veut pas avouer qu'elle ne sait pas écrire et donc elle est même en capacité de casser ses lunettes pour voilà, qu'on lui remplisse son document. C'est une façon de cacher aussi sa honte et ses difficultés. Donc on distingue bien entendu l'illettrisme de l'analphabétisme qui désigne en fait les personnes qui ont peu ou pas été scolarisées, du français langue étrangère qui est la problématique des personnes qui arrivent dans notre pays et qui doivent apprendre le français. Autre problématique dont on nous parle très souvent dans les organisations, on va en reparler d'un autre angle tout à l'heure, c'est l'électronisme qui définit la situation d'une personne en fait qui ne maîtrise pas les compétences de base pour les outils de la vie quotidienne qui sont aujourd'hui présents partout dans le travail, à la maison, pour suivre la scolarité des enfants, faire ces démarches. Et tout ça en fait crée bien sûr une fracture qui est souvent lié d'ailleurs au défaut de maîtrise des compétences de base. Donc, quand d'ailleurs on a cette difficulté dans l'utilisation des outils numériques et aussi une difficulté en lecture, écriture et en compréhension, on parle de double illettrisme qui sont, voilà, pour ces personnes qui sont à la fois empêchées de par un petit niveau de compétences lecture, écriture, calcul, mais aussi par l'usage du numérique. En France aujourd'hui, la situation donc est connue depuis 2024, date à laquelle l'INSEE a sorti ses nouveaux chiffres. Nous sommes encore à 4% de la population de 18 à 64 ans qui est en situation d'illettrisme, donc uniquement sur la littératie, lire, écrire, comprendre. Donc ça représente 1,5 million de personnes. Pour l'innumérisme, ça touche 2 fois plus de personnes. Donc, en fait, la faible maîtrise des calculs de base, des mesures, des quantités. Donc, ça touche quand même 3,2 millions personnes de 18 à 64 ans, uniquement sur la numératie. Et ensemble, la littératie et la numératie représentent 10,5% de la population française. Donc, 3,7 millions personnes, sachant que 26% en fait des personnes qui ont des difficultés en littératie en rencontrent également en numératie. Voilà, donc c'est vraiment un enjeu collectif que de repérer et accompagner ces publics.
un petit focus sur l'Île-de-France, parce que je suis chargée de mission Île-de-France. Donc, en quelques mots, en quelques chiffres, aujourd'hui, par rapport au recensement de l'INSEE, on sait qu'on a pratiquement 7 500 000 personnes de 18 à 64 ans en Île-de-France. Donc, parmi elles, il doit y avoir à peu près 300 000 personnes en situation d'illettrisme, 674 000 en situation d'innumérisme et au global, en difficulté avec les compétences de base, on est à 786 000 personnes. Donc, c'est loin d'être une paille et c'est un enjeu pour le territoire. Le taux d'électronisme, bien que le plus bas en France, donc pour les Français de plus de 15 ans, est tout de même de 12,2% sur la région Île-de-France. Donc ça représente un peu plus de 1 224 000 personnes en situation d'illettrisme. Vous pouvez retrouver ces chiffres sur Internet, notamment sur le site de l'INSEE pour l'enquête électronisme. Vous avez même des chiffres par communauté de communes si ça peut vous servir. Et je passe la parole à Pascal. Bonjour à tous, merci Audrey. Donc Pascal Mouet, je suis enseignant-chercheur en sciences de gestion à l'Université Lumière Lyon 2. Mon travail de recherche consiste à sensibiliser les dirigeants, les décideurs sur ces questions d'illettrisme et d'innumérisme, et de faire en sorte que des solutions efficaces, alors quand je dis efficaces, c'est sur différents champs, mais efficaces à la fois pour les acteurs et les entreprises, puissent être mises en place en s'aidant, en s'appuyant sur des acteurs internes et externes dont font partie évidemment les OPCO. Alors, sur les questions d'illettrisme et d'électronisme, il y a plusieurs risques, il y a plusieurs enjeux, il y a plusieurs types de coûts. Et je vais essayer de vous sensibiliser aussi. Je sais qu'il y en a pas mal autour de cet écran qui sont déjà sensibles à la question. Plusieurs dimensions à prendre en compte. Alors, des dimensions à la fois économiques, sociales, psychosociales, organisationnelles. Donc, ça veut dire que ces problématiques d'illettrisme et d'électronisme vont avoir un impact sur la santé financière de l'organisation, hein, sur sa masse salariale, sur un certain nombre de variables économiques que je développerai tout à l'heure. Sur des dimensions sociales et psychosociales, parce que vous le savez, ce sont ces personnes en situation d'illettrisme qui sont très souvent stressées, qui souffrent, qui sont dans des situations de fragilité et de vulnérabilité qui évidemment vont altérer leur bien-être au travail. Et puis des difficultés d'ordre plutôt organisationnel, parce qu'avoir au sein de ces effectifs des personnes en situation d'illettrisme, ça pose évidemment un certain nombre de questions pour pouvoir bien s'organiser, pour pouvoir bien évoluer, pour pouvoir bien orchestrer son activité, se projeter, planifier sur le court, moyen et long terme l'ensemble des opérations que la structure a effectuées. Alors, on traite évidemment de ces problématiques d'illettrisme à la fois dans des très petites entreprises, dans des PME, dans des grandes structures, dans le privé, dans le public. Donc, il n'y a aucune organisation qui n'échappe véritablement à ces questions. Et Lamia, tout à l'heure, vous indiquera potentiellement dans quel secteur d'activité on retrouve le plus ces personnes qui peuvent être en souffrance sur ces questions de maîtrise des compétences de base. Dans le cadre d'une approche collective des difficultés, parce que, évidemment, l'objectif, c'est absolument pas de stigmatiser, c'est absolument pas de pointer du doigt les difficultés des uns et des autres. L'idée, c'est d'avoir une approche collective des difficultés. Et quand j'exprime cela, ça veut dire que, évidemment, que ce sont des personnes qui vont aller potentiellement individuellement en formation, mais il n'y a pas de solution efficace si l'entreprise, si l'organisation, si le dirigeant, si le manager n'a pas conscience lui-même des difficultés de son collaborateur et ne l'accompagne pas correctement dans sa démarche et dans sa prise en charge. Je veux bien un passage au slide suivant, Audrey, s'il te plaît, du coup, si c'est possible, si tu as la main sur ton diapo. Oui, non. Je vais retrouver, t'inquiète pas. Okay. Alors, peut-être. C'est vrai qu'on a quelques petits soucis techniques aujourd'hui. Ça arrive toujours au moment où. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Alors, je vais vous parler des risques possibles, des risques potentiels. Alors, vous savez que quand on est face à des problématiques d'illettrisme, on a très souvent des acteurs qui sont, ma foi, très intelligents et qui arrivent à dissimuler, à contourner, à se cacher, à donner l'illusion d'une parfaite maîtrise de ces difficultés. On a par ailleurs évidemment des dirigeants qui ne sont pas toujours au fait du coup des problématiques rencontrées concrètement sur le terrain par leurs effectifs. On a des dirigeants, on a des acteurs
décideurs, managers qui ne savent pas comment faire et comment traiter la question. Donc il y a une sorte, malgré tout, de flou qui entoure ces situations d'illettrisme, mais on ne sait pas concrètement comment ça vient impacter les activités, comment ça vient impacter les performances économiques et sociales des organisations. Mais voilà, on a un certain nombre de recherches, dont les miennes, qui montrent que on a différents risques et différents niveaux de risque. D'abord, quand on est en situation d'illettrisme, ben évidemment, on peut avoir, c'est pas toujours automatique, hein, mais on peut avoir des difficultés à respecter les règles et les consignes de sécurité. On peut avoir du mal à les intégrer, ces consignes, on peut avoir du mal à les lire, on peut avoir du mal à les appréhender, à les digérer, à comprendre les mises à jour, hein. Parfois, il suffit simplement d'une mise à jour pour que la personne soit complètement désorientée. Et donc, ça pose évidemment, et c'est une porte d'entrée possible si vous avez à parler d'illettrisme et d'électronisme avec vos entreprises adhérentes, ça pose évidemment des problématiques de sécurité pour soi, hein, pour la personne qui ne maîtrise pas et qui porte préjudice finalement à sa propre situation, mais aussi pour le collectif, parce que quelqu'un qui n'est pas en capacité de suivre correctement des consignes de sécurité, il met en difficulté, il met en péril potentiellement l'ensemble de ses collègues ou les personnes extérieures qui seraient amenées à graviter autour de lui. Donc on a potentiellement un premier niveau de risque autour de ces questions de sécurité. On a un second niveau de risque autour des problématiques de qualité. Si vous accompagnez des structures qui sont labellisées qualité, qui sont dans des secteurs d'activité où les normes ISO sont importantes, etc., et ben, avoir des salariés en situation d'illettrisme au sein de son organisation, c'est risqué. C'est risqué son label qualité, c'est risqué des non-conformités, c'est risqué à l'occasion d'un audit d'avoir des auditeurs qui ne sont pas complètement satisfaits de ce qu'ils voient, de ce qu'ils perçoivent, de la capacité des uns et des autres à pouvoir bien maîtriser les référentiels. Donc, c'est une seconde porte d'entrée possible par rapport à cette thématique, d'aborder la question au travers de la problématique de la qualité et potentiellement, encore une fois, hein, de la difficulté de ces personnes à pouvoir respecter des procédures et des référentiels. Ce sont, troisième point, des personnes qui sont souvent sujettes à ce qu'on appelle la désinsertion professionnelle, parce que petit à petit, elles vont se détacher de l'activité concrète de l'organisation, elles vont se mettre en retrait, elles vont éviter de prendre des initiatives, elles vont éviter de se mettre en difficulté, de révéler leurs difficultés. Les situations d'illettrisme occasionnent assez souvent des situations d'absentéisme, hein. On a des personnes qui préfèrent, parce qu'elles sont en situation de souffrance, ne pas se retrouver en difficulté dans leur cadre de travail, donc elles s'absentent, voilà, et elles vont être amenées à rejeter un certain nombre d'éléments. Donc petit à petit, on a des salariés qui ont tendance à se détacher un petit peu, hein, de leurs équipes, de leurs activités, de leur organisation. Et évidemment, ça pose un certain nombre de questions quand on est dans une ambition de remédier à tout cela. Une dégradation du climat social, c'est aussi un autre risque, parce que quand on a des personnes en situation d'illettrisme au sein de son équipe, eh bien, on a tendance à prendre en charge parfois son activité, on a tendance à pallier, on a tendance parfois à faire des heures supplémentaires parce que voilà, on s'est aperçu que telle ou telle opération n'avait pas été réalisée. Parfois, on ne comprend pas pourquoi certaines personnes ne font pas, hein. On se dit ils sont frondeurs, ils n'ont pas envie, ils sont feignants, etc. Et donc, dans un certain nombre d'organisations, ça peut créer des tensions, ces situations d'illettrisme et d'électronisme, ou à tout le moins des incompréhensions par rapport à ce qui se passe et par rapport à ce qui se joue. Je veux bien, Audrey, qu'on passe au slide suivant. Bon, peut-être que je peux avancer en attendant. Ça pose évidemment des problématiques, ces questions d'illettrisme et d'électronisme, des problématiques économiques, hein, je vous l'indiquais tout à l'heure en introduction, de sous-productivité de ces personnes qui n'arrivent pas à respecter des rythmes, à respecter des délais, à respecter un certain nombre de contraintes de qualité. Ça fait perdre du temps à eux-mêmes, mais aussi au collectif, hein. Dites-vous que quand on est face à des personnes en situation d'illettrisme, on va peut-être avoir tendance à plus vérifier ce qu'ils font, à développer une communication par différents canaux. On va envoyer des mails, on va indiquer des choses par écrit qui vont être placées sur des murs, mais on va aussi beaucoup essayer de doubler la communication par de la communication orale, parce qu'on s'aperçoit que l'écrit ne suffit pas, etc., etc. Donc, ça peut entraîner évidemment un certain nombre de risques financiers pour ces organisations, et donc venir altérer leur niveau de performance. Ça vient aussi évidemment
questionner la capacité à la fois de ces personnes-là et la capacité de l'organisation à pouvoir bien évoluer à court, moyen ou long terme. Évidemment, quand on est dans une organisation où on a des évolutions très rapides d'un point de vue numérique, d'un point de vue robotique, d'un point de vue digital, évidemment, on va avoir un certain nombre de personnes qui vont être en grande difficulté par rapport à cette agilité et par rapport à cette capacité à pouvoir suivre le mouvement, à pouvoir prendre le train. Hein. On a très souvent des personnes en situation d'illettrisme qui restent un peu en gare par rapport à ce train qui passe et par rapport à cette nécessité de pouvoir accompagner ce mouvement. Et donc, on a des évolutions professionnelles finalement qui sont freinées, à la fois pour l'entreprise et à la fois pour le salarié en tant que tel, parce que l'écart entre les besoins de l'organisation et les ressources dont disposent les personnes devient de plus en plus important. Enfin, si vous êtes amené à accompagner des structures dans lesquelles les questions de réputation, les questions d'image, les questions autour de ces variables-là sont importantes, évidemment, avoir au sein de ces effectifs des personnes qui sont en difficulté sur la maîtrise de ces compétences de base, ça peut venir altérer cette image de l'organisation, l'image d'une entreprise qui ne ferait rien, l'image d'une entreprise qui aurait des salariés qui ne seraient pas en capacité de pouvoir répondre convenablement à mes demandes. Donc il y a effectivement une réputation qui peut être menacée par rapport à ces questions-là. Donc voilà, des risques à la fois pour l'organisation, à la fois pour le volet économique, et puis évidemment des risques par rapport à la santé, au bien-être et à la bonne évolution des salariés au sein de leur organisation. Audrey, s'il te plaît, sans te commander. Voilà. Et donc aujourd'hui, on sait, par rapport à l'ensemble des études qui ont été menées sur ces questions d'illettrisme et d'électrodyme, que ne pas traiter ces questions-là, ça occasionne des coûts sur le point de vue financier strictement, hein, quand on oublie la dimension sociale et psychosociale. On sait qu'en fonction des organisations, en fonction de leur capacité à prendre en charge et en fonction aussi de leur capacité à pouvoir détecter concrètement quelle est la situation au sein de leur organisation, la non-action occasionne un coût entre 2 et 6% de la masse salariale de l'organisation. Vous voyez que ça peut occasionner un montant relativement important pour cette organisation, une forme de déperdition, une forme de gaspillage, une forme d'altération de sa performance économique, parce que tout simplement, l'ensemble des collectifs, l'ensemble des collaborateurs, l'ensemble des équipes vont eux-mêmes dysfonctionner, vont eux-mêmes chercher à réguler, vont eux-mêmes subir ces situations, vont passer plus de temps, vont avoir des difficultés, des défaillances sur un certain nombre de sujets, la sécurité, la qualité, la productivité, etc. etc. Et donc tout cela va venir impacter parfois de façon durable, d'autant plus si on prend du temps à réguler les situations. On va avoir des impacts assez importants sur le plan économique. Audrey ? Je bascule sur un exemple. Une petite entreprise, pour illustrer mes propos, une petite entreprise de fabrication de pièces métalliques, où alors, mon rôle consiste, je vous l'ai dit en introduction, à pouvoir sensibiliser, accompagner ce type d'organisation sur leur situation. Dans le cadre d'entretiens que j'ai pu mener avec un certain nombre de salariés, avec un certain nombre de membres de la direction de cette petite structure, on a révélé, on a pu mettre en évidence que des salariés étaient effectivement en souffrance. Ce sont des salariés en entretien qui parlent de peur, de stress, de souffrance, de manque d'envie de s'investir, de manque d'envie de prendre des initiatives, de manque d'envie qu'on vienne les perturber par rapport à toutes les routines défensives qu'elles ont pu mettre en place depuis X années pour essayer de se préserver, essayer de donner l'illusion d'une bonne maîtrise, etc. etc. Donc évidemment, ce sont des salariés qui peuvent venir tous les matins avec la boule au ventre au travail. Donc on est bien sur une dimension sociale et psychosociale qui est importante. Des salariés qui ont une forte appréhension par rapport à tout type de changement. Alors il faut savoir que ce sont des salariés qui prennent des habitudes, sont, comme je le disais tout à l'heure, suffisamment intelligents pour créer des stratégies de contournement de leurs difficultés. Ils évitent, ils sont suffisamment intelligents, une intelligence situationnelle très importante pour pouvoir, dans toute forme de handicap, compenser la difficulté. Et donc, quand on a un changement au sein de ces organisations, alors ça peut être un changement d'organisation, un changement d'outils, un changement de chef, un changement d'horaire, vous voyez, tout type de changement, tout cela, ça va occasionner une forte perturbation par rapport à ce château de cartes un petit peu fragile que j'ai réussi à construire jusqu'à présent. Et donc, ce sont des salariés qui, très souvent, et c'est là la difficulté de la détection et de la remédiation par rapport à ces problématiques d'illettrisme, ce sont des salariés qui vont dire « tout va bien, surtout ne changez pas, surtout ne me perturbez pas,
je suis bien comme je suis, je ne veux pas aller me former, etc., etc. Donc on a cette forme de rejet et cette forme d'appréhension par rapport à ce changement et par rapport à tout ce qui pourrait remettre en question finalement tout ce que j'ai pu construire jusqu'à présent. Et puis, ce sont des salariés qui, globalement, en tout cas c'était le cas dans cette organisation, dans cette petite structure, qui note l'introduction de machines modernes automatisées. Hein. C'était une structure qui voulait passer au lean management et qui intégrait petit à petit une forme de digitalisation dans ses activités, qui note l'envahissement de ses écrits, l'envahissement de ses nouvelles procédures, l'envahissement de ses nouveaux référentiels, comme source de fortes perturbations pour eux et comme source de dysfonctionnement, du coup, par rapport à ce qu'elles avaient l'habitude de faire jusqu'à présent. Audrey? Et donc, dans cette organisation, merci beaucoup, dans cette organisation, dans cette petite structure, on est arrivé à une estimation, avec l'entreprise, hein, évidemment, tout se fait avec le collectif de l'entreprise, à une estimation que l'illettrisme au sein de cette structure coûtait 4,4% de leur masse salariale annuelle. Ça voulait dire qu'en ne faisant rien, en continuant potentiellement à laisser ces personnes subsister dans ces situations-là, on allait avoir des coûts de plus en plus importants. Et ces coûts sont révélés par des surtemps, donc par des temps que l'entreprise a estimé supplémentaires passés à réguler des dysfonctionnements liés à ces situations-là, et puis des sursalaires, donc des heures supplémentaires qui étaient payées aux personnes qui compensaient, à la nécessité parfois de faire appel à des intérimaires parce qu'on avait détecté que les personnes en poste n'étaient pas capables de faire telle ou telle opération. Vous voyez, donc on avait ces deux types de dysfonctionnements relativement importants sur l'organisation. Audrey? On va basculer maintenant sur quelques pistes de solutions qui permettent d'agir efficacement sur ces questions, efficacement à la fois économiquement, organisationnellement, socialement et psychosocialement, évidemment. Alors d'abord, puisque l'objectif, c'est aussi de vous outiller, vous devez savoir, j'imagine qu'un certain nombre de personnes ont conscience de l'existence de cet outil autour de l'écran. Donc aujourd'hui, il existe un outil qui s'appelle Evagile, qui permet de faire un diagnostic gratuit avec l'entreprise de sa situation par rapport à l'illettrisme et très bientôt par rapport à l'illectronisme, puisqu'avec l'Amialal, on est en train de mettre à jour cet outil-là qui s'appellera peut-être Eva RH, qui s'appellera peut-être Eric. C'est pour ça que j'ai mis aujourd'hui ces trois appellations, peut-être pour que vous les ayez en tête dès maintenant. Mais aujourd'hui l'outil s'appelle Evagile. Et donc aujourd'hui, l'outil Evagile en 3 étapes vous permet de détecter avec une organisation si elle est dans une situation globalement où il y a un fort risque ou pas qu'elle est au sein de ses effectifs des personnes en situation d'illettrisme. Et s'il y a fort risque, c'est une première étape, hein, l'outil vous permet d'identifier avec elle si aujourd'hui les situations d'illettrisme potentiellement lui coûtent beaucoup d'argent ou si les situations d'illettrisme aujourd'hui occasionnent au sein de son organisation beaucoup de stratégies de contournement et d'évitement. Voilà. Donc là, c'est un outil gratuit sur lequel vous pouvez à la fois envoyer vos entreprises adhérentes pour qu'elles commencent à se sensibiliser aux risques, aux coûts, aux enjeux, mais c'est aussi un outil grâce auquel vous pouvez vous-même l'accompagner pour avoir des discussions et pour pouvoir évidemment lui proposer une solution de remédiation qui soit complètement en adéquation avec ses besoins. Donc l'idée, c'est d'identifier les risques, de faire le point sur sa situation, faire en sorte qu'elle puisse prendre conscience et faire en sorte qu'elle puisse cheminer un petit peu dans l'idée qu'il faut faire par rapport à cette situation. L'idée dans les solutions de remédiation, c'est aussi d'accompagner les dirigeants, d'accompagner la direction, d'accompagner les managers dans le traitement de la problématique. On est bien sûr sur l'idée d'un traitement collectif de la situation. On sera évidemment dans une solution individuelle ou inter ou intra par rapport à la solution de formation qui sera mise en place, mais il n'y a pas de bonne gestion et bonne remédiation à la situation d'illettrisme si les acteurs externes et internes ne sont pas partie prenante de la problématique. Donc, il faut être capable d'aborder la question, ou en tout cas, il faut être en capacité de pouvoir proposer un environnement de travail, un environnement de discussion, et dans cette question-là de l'illettrisme et de l'illectronisme, il y a une notion qui est très importante, c'est la notion de la confiance. Il faut impérativement que ce salarié sente qu'il peut avoir confiance en vous, en l'organisation, dans sa capacité à l'écouter, à l'accompagner, à mettre en place des solutions. Voilà, parce que très souvent, la barrière, c'est la confiance. Si je révèle, est-ce que je ne vais pas me faire virer? Est-ce que je ne vais pas être licencié? Est-ce que je ne vais pas être mis dans un placard? Est-ce que je ne vais pas être moqué?
est-ce que je veux pas être stigmatisé, vous voyez? Donc il faut arriver par des habitudes de communication, par des habitudes de discussion à instaurer cette confiance. Voilà, ça se gagne, hein, la confiance, évidemment, ça ne s'instaure pas comme ça. Mais mettre en confiance cette personne, c'est très, très, très important. Et puis, il y a une deuxième piste qui est importante également par rapport à ces questions d'illettrisme, d'électronisme. Parfois, c'est bien si on ne traite pas la question de l'illettronisme directement. Et donc, partir de la question des compétences de base, des compétences clés, et aujourd'hui des compétences numériques, ben, c'est un bon moyen de contourner la discussion qui peut être évidemment un peu stigmatisante et un peu rude, hein, pour ces personnes-là. Donc, entrer par la porte du numérique, entrer par une porte dérobée, finalement, je vais l'exprimer comme ça peut être très intéressant. Ça peut être très intéressant aussi d'intégrer dans votre discussion des éléments qui peuvent toucher à la sphère privée. C'est-à-dire qu'on se rend compte aujourd'hui qu'un salarié qui est particulièrement motivé pour une action de remédiation, il sera motivé par rapport à ce que pourra lui proposer l'entreprise, évidemment, hein, sur sa capacité à pouvoir mieux gérer sa situation de travail. Mais si en même temps, ça vient lui permettre de mieux gérer la scolarité de ses enfants, de pouvoir accéder aux plateformes de notes, de pouvoir, etc., vous voyez, ben, on aura un effet qui sera très positif sur la motivation et l'implication de l'apprenant, en tout cas. Voilà, donc savoir bien aborder la question, savoir mettre en place des conditions de discussion, savoir mettre en place des conditions de la confiance et potentiellement parfois, si vos interlocuteurs ne sentent pas bien les choses, passer par une porte dérobée, ça peut être de très bonnes pistes. Troisième bonne piste, travailler en réseau. Travailler en réseau, c'est très important. C'est une problématique qui est très complexe. Et donc, il ne faut pas hésiter, vous en tant qu'OPCO, ou il ne faut pas hésiter à préconiser cela auprès des entreprises adhérentes. Il y a des chargés de mission régionaux qui existent autour de vous. Il y a des centres ressources illettrisme qui existent autour de vous. Il y a des structures associatives, des missions locales et des organismes de formation qui sont spécialisés parfois sur ces thématiques-là. Et c'est très intéressant de pouvoir être accompagné, voilà, par rapport à tout cela, parce qu'on peut avoir, par des discussions, par des échanges, des pistes pour bien aborder la question, pour proposer un dispositif pédagogique qui soit adapté et pour faire en sorte que la solution finalement trouvée puisse être efficace pour chacune des parties. Parce que c'est bien pour chacune des parties qu'il faut qu'elle soit efficace. Et puis enfin, pour terminer, adapter le dispositif pédagogique. Voilà, ce sont des salariés qui ont besoin d'être rassurés sur leur capacité à apprendre, qui ont besoin d'avoir des objectifs de très court terme. Voilà, ce sont des personnes qui, très souvent, ont été en situation d'échec scolaire et donc ont une forte appréhension par rapport à tout cela. Donc, il faut leur redonner le goût d'apprendre, redonner une très bonne confiance en eux et en leur capacité à apprendre. Donc, la pédagogie des petits pas, en lien avec la sphère privée, en lien avec la sphère professionnelle, ça permet d'activer, si vous voulez, des leviers qui permettent à ces personnes-là de s'inscrire dans une dynamique de formation et de remédiation qui puisse être intéressante et efficace. Voilà quelques premières pistes sur lesquelles l'AMIA potentiellement va pouvoir revenir pour approfondir un certain nombre de sujets. Je vous remercie. Merci Pascal, hein, merci pour ton intervention. Alors, je vais revenir tout de même sur quelques chiffres importants, hein, parce que je pense que pour aller vraiment dans le sens de tout ce que vient de dire Pascal et l'étayer par la suite avec des exemples concrets et de témoignages, j'aimerais bien revenir sur un chiffre très important. Je vais vous rappeler celui qui concerne la problématique des compétences de base en France, à savoir 3,7 millions de personnes qui qui éprouvent des difficultés au niveau des compétences de base, lire, écrire, compter. Et à cela s'ajoute une autre réalité qui est l'électronisme, comme l'a présenté tout à l'heure aussi Audrey, c'est-à-dire la difficulté à utiliser les outils numériques du quotidien, de l'intranet, un badge par exemple digital, un logiciel RH, des applications métiers, etc. Et parmi tous ces chiffres-là, quelque chose qui est très important par rapport au monde du travail, c'est que 68% de ces personnes en difficulté sont des actifs. Et parmi ces 68%, on a quand même 55% qui sont en emploi. Ce sont des salariés, ce sont des personnes en emploi qui exercent des métiers qui sont assez compétents
dans ce qu'ils font, mais comme l'a dit tout à l'heure Pascal, qui s'installent dans des routines, qui s'installent dans des habitudes. Et au moment où on change ses habitudes, on change donc ses routines, on change de matériel, on change de chef, on change d'adresse, et ben, toutes les stratégies qui ont été utilisées, toutes les stratégies de contournement, d'évitement qui impliquent des coûts très importants, et ben, toutes ces stratégies malheureusement tombent et la personne se retrouve en grande difficulté. Donc, on ne peut pas parler d'autonomie quand on est en situation d'illettrisme. On ne peut pas parler de donc vraiment capacité d'adaptation, de faire face à des aléas et surtout de savoir agir en situation. Et on voit que 55% sans emploi et du coup, les secteurs d'activité sont assez importants. Je vous pose une petite question à tous et vous pouvez répondre dans le chat. Selon vous, quels sont les secteurs d'activité les plus touchés? Rapidement, juste en quelques secondes. Selon vous, quels sont les secteurs est-ce qu'il y a déjà des secteurs qui sont vraiment concernés plus que d'autres? Et est-ce que, selon vous, tous les secteurs sont concernés ou pas? Propreté, tous les secteurs, Ok, services techniques et restauration, parfait. métiers techniques, entretien, transport, bâtiment, petite enfance, Mhm. logistique, technique, tous les secteurs, tous les secteurs, tous les secteurs. Ouais. Ah ben, Merci vous beaucoup avez pour raison. vos réponses. En réalité, tous les secteurs sont concernés, sans exception. Après, il y a certains qui sont beaucoup plus touchés que d'autres. Et on voit que vous l'avez dit, hein, donc vous êtes vraiment au fait là que les secteurs, donc les métiers de manière générale techniques, mais les secteurs par exemple de la restauration, de l'agroalimentaire, de l'agriculture, de l'industrie, du BTP sont plus touchés peut-être que d'autres. Et ce sont des secteurs qui sont en train de donc vraiment d'évoluer leurs pratiques, d'évoluer donc et où les métiers évoluent surtout avec les transformations numériques qui arrivent de plus en plus importantes et qui font que donc les personnes doivent s'adapter aux métiers, donc à ces évolutions. Elles doivent être partie prenante de tous les changements donc dans leurs entreprises et elles doivent faire face à beaucoup d'adaptations pour pouvoir donc réaliser leurs tâches. On n'est plus dans un monde du travail où un salarié est monotâche ou un employé est monotâche. On veut de plus en plus des salariés qui s'adaptent, qui donc puissent échanger avec des clients, échanger avec des usagers, des salariés qui sont amenés à réaliser plusieurs tâches en même temps, etc. Donc, la question de l'illettrisme et l'électronisme, la question des manques de compétences de base, donc, joue un rôle très, très important. Cela signifie également que, en réalité, dans presque toutes les entreprises, des salariés sont concernés. Cela signifie aussi que souvent, ce sont des personnes qui cachent, ce sont des personnes qui utilisent toutes les stratégies et que certains employeurs, certains managers de proximité ne peuvent les déceler parce qu'ils ne connaissent pas des signaux donc faibles, les faisceaux d'indices pour pouvoir repérer et identifier les personnes. Donc en effet, l'illettrisme et l'électronisme et de manière globale, le manque de compétences de base sont des réalités qui traversent tous les secteurs, encore plus des secteurs en tension, hein, donc comme l'agriculture, l'agroalimentaire, le BTP, tous les métiers en réalité technique. Ces deux réalités sont souvent invisibles, comme l'a dit tout à l'heure Pascal, hein, donc, et le coût caché de 4,4% de masse salariale dans la petite donc, structure est assez important. Elles ont des répercussions donc très fortes, à la fois pour les salariés, donc au niveau individuel, au niveau de la personne, mais également au niveau collectif et pour l'entreprise. Et de là, donc, on voit que la relation entre compétences de base et compétences collectives est très importante. Du coup, les enjeux sont importants puisque l'illettrisme et l'électronisme ne sont pas des sujets marginaux, ce sont des enjeux stratégiques pour une entreprise. Au niveau de la performance et la rentabilité, un salarié qui n'ose pas dire qu'il ne comprend pas, par exemple, que c'est une erreur de production, un dossier bloqué, un client insatisfait.
Investir dans les compétences de base, c'est vraiment réduire les coûts, comme a dit Pascal, et gagner en efficacité collective. Au niveau de la sécurité au travail, donc c'est un enjeu de sécurité au travail donc, qui est très important, puisque un panneau mal lu, une consigne mal comprise, c'est un accident qui aurait pu être évité. Prévenir donc l'illettrisme et l'électronisme, c'est renforcer la sécurité au travail et la sécurité de tous. C'est un enjeu également de gestion des emplois et des parcours professionnels, puisque former aux compétences de base, c'est préparer l'avenir, anticiper les transformations, ce que je disais tout à l'heure, des métiers et sécuriser les mobilités internes. C'est aussi un enjeu de qualité de vie et conditions de travail, puisque donc un salarié à l'aise avec la lecture, l'écriture et le numérique, c'est un salarié qui retrouve de la confiance, de l'autonomie et du bien-être au travail. C'est aussi un enjeu d'image et de marque employeur et d'attractivité, puisque les entreprises qui s'engagent contre vraiment ce fléau, l'illettrisme et l'électronisme, se distinguent. Elles fidélisent surtout leurs équipes et séduisent de nouveaux talents, surtout c'est un enjeu du coup encore plus important pour des secteurs en tension et des entreprises qui peinent à recruter. Donc, lutter contre l'illettrisme et l'électronisme, ce n'est pas seulement un acte de responsabilité sociale, c'est un levier concret de performance durable et d'attractivité pour l'entreprise et d'inclusion. Alors, comme l'a dit tout à l'heure donc Pascal, il y a des conditions, les solutions existent, et pour une entreprise, il faut que ce soit très clair, et on sait que 4 étapes pour agir contre l'illettrisme sont possibles. Et ce n'est pas un parcours vraiment compliqué, mais ça demande une méthode assez claire. Donc, les 4 étapes sont très simples. On a de l'information et de la sensibilisation, puisque tout commence par lever le tabou, vraiment. Direction, manager, représentant du personnel, salarié, tout le monde doit comprendre que c'est l'affaire de tous. Savoir en parler, simplement, c'est déjà convaincre et ça permet d'avancer. Donc, sensibiliser les acteurs, c'est hyper important. C'est très important parce que ça va permettre de dédramatiser, montrer que ce n'est pas un tabou et que ce n'est pas stigmatisant, ce n'est pas une fatalité et que tout le monde peut s'en sortir. La deuxième étape, c'est comment repérer et identifier. Les salariés donc, concernés ont souvent mis en place des stratégies pour masquer leurs difficultés. Un regard attentif, des outils adaptés et surtout de l'écoute permettent de voir ce qui est caché. Comme l'a expliqué tout à l'heure Pascal, on peut commencer par mesurer les risques au sein de l'entreprise grâce à Evagi. Et pour aller encore plus loin, on peut donner des outils et des billes pour les managers de proximité et pour les RH pour vérifier, observer des signaux faibles et des faisceaux d'indices. Et encore pour objectiver les besoins, on peut utiliser des outils comme par exemple EVA, qui est un outil de diagnostic et vraiment des besoins des personnes au niveau de tout ce qui est lecture, écriture et calcul. Il permet également de mettre en avant les compétences transversales de la personne dans une démarche bienveillante, ludique. Et c'est une manière de pouvoir par la suite proposer, et ça c'est dans la 3e étape, un accompagnement et organiser du coup la solution, un accompagnement sur mesure, un accompagnement contextualisé, parce que il est difficile et il est vraiment déconseillé de reproduire l'école. Les personnes en problématique avec les compétences de base n'ont pas besoin de retrouver l'école, de se retrouver à apprendre le français comme si on apprenait la grammaire, la conjugaison, etc. Les compétences de base, que ce soit la lecture, l'écriture ou le calcul, deviennent des moyens. Ce ne sont que des supports et des moyens pour devenir autonome sur un poste de travail, autonome pour travailler son projet professionnel, ses projets de vie, autonome pour évoluer, accéder à une certification, etc. Donc, une fois les besoins identifiés, l'entreprise peut là proposer des parcours adaptés, des formations sur mesure,
des ateliers autour du numérique pour pouvoir travailler sur les autres compétences, comme par exemple avec la démarche Duplex, de l'accompagnement individuel également, pour pouvoir vraiment renforcer encore plus la confiance en soi. L'objectif, c'est de redonner confiance, de l'autonomie et renforcer l'efficacité donc sur le poste de travail. Ces étapes-là, donc cette étape de formation, elle est très importante. Elle peut être co-construite avec l'appui de l'OPCO, hein, donc les opérateurs de compétences qui sont là pour accompagner également les entreprises, mais également avec des centres de ressources et aussi des organismes de formation qui vont co-construire avec l'entreprise des parcours adaptés sur mesure et surtout contextualisés. C'est très important de contextualiser. Et tout au long des parcours, il est important de garder l'implication des managers pour pouvoir suivre, encourager, mesurer les impacts et voir les transferts des acquis sur le terrain. La dernière étape, et qui est très importante, dans une logique vraiment toujours d'amélioration continue pour permettre aussi de reconnaître vraiment les avantages de ces apprentissages. Retour sur investissement également pour les entreprises. Pour tout ça, donc ces 4 étapes sont très importantes. Informer, repérer, accompagner, évaluer. L'entreprise agit du coup à la fois pour ses salariés et pour sa propre performance. Mais pour cela, on a besoin de conditions de réussite pour une élection efficace. La première, c'est ce qu'on avait dit, donc Pascal et moi, il est possible de réapprendre à toute tâche. Pas de fatalité, pas d'impossibilité d'apprentissage. C'est d'en parler, continuer à en parler, via des slogans qui montrent l'importance de sortir de la dissimulation, via des slogans qui montrent que tout le monde peut apprendre, que agir sur ses compétences de base, sur la montée en compétences de base, c'est agir dans aussi la performance, l'efficience d'une entreprise. C'est mettre en avant la démarche compétences pour faciliter l'adhésion, avec des actions en situation d'apprentissage et de formation et de travail, apprendre en faisant. C'est également favoriser les actions à des moments clés de la vie. C'est une des conditions importantes. Parfois, on a du mal à convaincre le salarié, même si l'employeur est convaincu, de convaincre le salarié. Et du coup, là, ça peut être au moment de changement et de digitalisation des process, au moment des évaluations internes ou externes dans une entreprise, au moment de mise en place de nouveaux outils, au moment d'élections, hein, juste avant les élections, par exemple, de représentants de personnel, au moment de mobilité, changement de poste, changement de lieu, etc. Et avec des intermédiaires de confiance. Ça peut être également des moments de vie personnelle du salarié. Lui dire que les compétences de base, monter en compétences de base, permettrait à la personne d'accompagner leurs enfants dans leur scolarité, d'être beaucoup plus autonome dans leur démarche personnelle, ça peut être aussi valorisant et motivant. Et enfin, adopter la bonne posture, sans jugement, sans stigmatisation, sans évaluation, avec bienveillance, en mettant en avant les capacités et les compétences vraiment de la personne. Donc, c'est quelque chose de très, très important de vraiment de prendre en considération ces conditions de réussite. Et pour n'importe quelle organisation, on est toujours dans la démarche projet. Ces 4 étapes sont importantes. Sensibiliser, informer, sensibiliser pour casser le tabou, repérer, identifier pour objectiver les besoins, accompagner, former pour aider à monter en compétences, mais en impliquant des acteurs internes de la structure pour pouvoir suivre et encourager tout au long, et évaluer parce que l'évaluation permet de mesurer les impacts et de reconnaître aussi l'investissement via des certifications comme Cléa et autres, mais ça permet de reconnaître cet investissement, que ce soit au niveau individuel ou au niveau collectif. Donc là, je vous ai présenté vite fait, hein, donc de manière très succincte, ces étapes-là. N'hésitez pas, pour tous ceux qui souhaitent s'engager, à nous contacter, à contacter votre OPCO et à contacter du coup Audrey pour pouvoir donc vous soutenir et vous accompagner dans votre engagement. On va passer là au témoignage de structure et je redonne la parole à Audrey. Si tu peux, du coup, je sais que tu as de très mauvaises conditions
euh, de webinaire, là, puisque tu es à la gare, hein, si c'est... Donc voilà, je te passe la parole pour présenter du coup un des témoignages très importants, celui de BMI. Merci Lamia. Oui, effectivement, là, les conditions ce matin sont pas idéales, mais on va y arriver. On a l'habitude à la NSCI d'être agile. Alors, nous avons travaillé effectivement il y a quelques mois avec l'entreprise BMI, qui est une entreprise d'étanchéité qui nous a contactés pour ses 10 sites situés un peu partout en France. Et le siège étant voilà, à Paris, c'est moi qui ai pu les rencontrer. Et dans l'étape 1 dont vous a parlé Lamia, en fait, il a été pensé une campagne de communication au sein de la structure en s'appuyant en fait sur la campagne lancée par l'agence, donc la NLCI, il y a 3 ans autour de l'illettrisme au travail, comme vous voyez sur l'affiche, et ça permettait de faire le pont entre les besoins des salariés, des ouvriers dans les usines, hein, puisqu'en fait, ils ont 10 usines sur 10 sites en France, pouvoir les sensibiliser au sujet et puis faire monter en compétences via des webinaires les managers de proximité. Alors, on a rencontré essentiellement les directeurs d'usines avec les assistantes administratif qui joue en fait un rôle d'interface entre la direction qui est située à Paris et en fait les ouvriers qui, eux, sont sur le terrain. Ils sont quand même un peu plus de 1000 salariés hein, chez BMI. Donc, en fait, très rapidement, on a touché du doigt le fait que c'était parfois compliqué de pouvoir impliquer des personnes à distance en étant un peu sur tous les territoires. Et dans ce cadre, j'ai même pu compter sur l'aide de Aline Le Guluche, qui est en fait un témoin qui intervient beaucoup, notamment au moment des journées, qui a écrit un livre sur J'ai appris à lire à 50 ans. Et elle est allée dans les usines, dans quelques usines, pour parler aux ouvriers qui n'osaient pas forcément en parler avec leurs collègues, encore moins bien sûr avec leurs managers et leur dire que c'était possible, qu'on pouvait apprendre à tout âge. En fait, il y avait une question de posture qui était assez compliquée à régler visiblement pour les managers de proximité. Donc, on a fait de cette façon-là et ça les a pas mal embarqués puisqu'on a eu un certain nombre de salariés qui, sur proposition des RH et du coup des managers de proximité, se sont lancés dans des formations pour aller vers la certification CLEA. Et donc, c'est l'opportunité pour moi de faire un petit coucou aux collègues de Transition Pro qui certifient CLEA en Île-de-France, qui est en fait une certification très utile pour les personnes qui, en fait, veulent montrer qu'elles ont progressé et qu'elles maîtrisent désormais les compétences de base. C'est souvent ce qu'on dit, en tout cas dans le milieu de l'entreprise, euh, que c'est le diplôme pour ceux qui n'en ont pas. Donc ça, c'était très, très précieux. Et puis, j'ai mis également le guide du CNFPT qui vient de sortir en fait, à l'occasion des journées, là, donc pour la fonction publique territoriale. Ils viennent de sortir un nouveau guide d'accompagnement des collectivités territoriales sur le sujet. Donc, un guide aussi très précieux dans l'étape 1 pour embarquer en fait les organisations. On sait avec le CNFPT, qui est un partenaire très régulier de l'agence et depuis longtemps, qu'on a un enjeu sur notamment les agents des catégories C, qui lorsqu'en fait ils doivent être, ils sont soumis à une reconversion pour des raisons notamment de santé, sont confrontés au manque des compétences et là, ils doivent suivre de nouvelles formations. Voilà, pour pouvoir évoluer. Je ne sais pas s'il y avait des questions sur l'étape 1 notamment. Sinon, on va continuer sur l'étape 2. Et là, je te laisse la parole, Lamia. Alors, je pense que la vidéo ne va pas fonctionner Tu peux avec passer la ma... vidéo ou pas? Oui, Non? mais il n'y aura pas le son. Alors, il faut que je départage et Ah, que je repartage. Mais c'est possible.
Alors Si attendez, tu peux, sinon je peux le faire, hein. OK, attends. C'est assez cocasse depuis un arrêt de bus, hein. Mais voilà. Vous allez me dire si vous entendez. Alors, on va mettre au départ. C'est bien, Voilà. c'est parfait. Il faut que... Attends, voilà. Il faut que je le mette au début. Voilà. L'offre de service boussole, c'est un point de repère et une aide au guidage dans cet environnement complexe. Boussole, c'est une offre 360 qui a été conçue par le FPETT pour accompagner les agences d'emploi, les salariés intérimaires pour qu'ils puissent mieux maîtriser les compétences clés qui leur sont utiles dans leur vie personnelle, mais aussi dans leur vie professionnelle en lien avec leur mission. Nous avons développé Boussole, qui est une offre à destination des agences d'emploi qui ont besoin d'accompagner et d'orienter les salariés qu'elles accompagnent. Mais c'est aussi une offre de service qui est en direction des publics qui rencontrent des difficultés dans cette maîtrise des savoirs de base. En accompagnant les agences d'emploi pour qu'elles puissent mieux connaître les enjeux de la lutte contre l'illettrisme, en leur proposant des sessions de formation et d'animation. Et puis surtout, on va créer et accompagner des parcours de formation spécifiques et adaptés pour que les salariés intérimaires puissent progresser et se sentir plus à l'aise et être plus autonomes dans leur mission. Le ressenti, c'est de la fierté d'avoir pu participer à accompagner ces parcours de formation avec vraiment une prise de confiance et une évolution des compétences qui vont être maîtrisées par les salariés intérimaires et utiles dans leur évolution professionnelle. Merci, merci Audrey. Donc, Boussole, si vous voulez, c'est un travail aussi, c'est une offre de service qui a été construite par le FPETT avec l'appui de l'agence dans le cadre d'un accompagnement du FPETT. Et plusieurs régions actuellement donc, ont mis en place des projets pilotes. Si vous voulez avoir plus de précision, il y a un webinaire cet après-midi, hein, donc organisé par le FPETT et l'Observatoire de l'intérim qui peut vous présenter en détail cette offre et également toutes les données et les chiffres donc, sur la situation des intérimaires par rapport à la problématique des compétences de base. On va passer alors donc à un autre témoignage. Donc, on a vu le premier, on était sur de la communication. Le deuxième, on est beaucoup plus sur comment repérer en professionnalisant encore plus les agences, donc les permanents des agences et en offrant une offre de service globale, hein, parce qu'avec un accompagnement global, on va passer à une autre expérience, une autre aventure, c'est celle de Carrefour, qui a mis en place tout un plan d'action. Son objectif au départ, c'était de créer des conditions d'une réelle égalité des chances en permettant vraiment à tous les collaborateurs en difficulté de se former. Alors, eux, ils ont axé sur 2 points, les difficultés de lecture et d'écriture en lien avec les problématiques d'illettrisme et en lien avec les problématiques cognitives et les problématiques 10. Ils ont mis en place un plan d'action suite à l'accompagnement de l'agence et la coopérative des solutions. Donc, une coopérative qui a permis de mettre autour de la table des salariés, des managers, des services donc RH, services inclusion, des représentants de personnel pour réfléchir ensemble à ce plan d'action. C'est un plan d'action à plusieurs volets. Le premier, c'était de la sensibilisation, comme ça a été présenté tout à l'heure. On est sur les 4 volets. Hein, donc, on est sur sensibiliser tous les salariés. Ils ont fait le choix de sensibiliser tous les collaborateurs du groupe, que ce soit en Île-de-France ou en PACA ou donc en Bretagne, etc. Et c'est à travers des scénettes. Peut-être que vous avez déjà vu passer sur LinkedIn ces scénettes qui ont été co-construites avec l'ANLCI, avec l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, mais également avec l'ANAPEDIS, donc pour tout ce qui est problématique 10. Et l'objectif, c'est de montrer des difficultés susceptibles d'être rencontrées
vécues par des salariés en difficulté avec les compétences de base. Passer une commande, préparer son entretien annuel, etc. Deuxième étape, souvenez-vous des 4 étapes que je vous ai présentées tout à l'heure, repérer les salariés cibles et les orienter vers les RH de proximité ou les managers pour un accompagnement personnalisé. Du coup, réaliser beaucoup plus un guide de recommandation. Donc, ils ont travaillé sur un guide de recommandation et d'usage et ils ont formé tous ces managers à l'utilisation de ce guide et aussi à comment repérer les signaux faibles. Troisième, c'était de l'accompagnement. Et là, donc, ils ont décidé de financer, là, donc, le choix, donc, avec vraiment une communication forte sur 2000 salariés à former sur 2 ans, d'accord? 2000 salariés en difficulté avec les compétences de base en 2 ans. Ils ont également opté pour 300 bilans orthophoniques pour les salariés avec les problématiques 10. Et pour les salariés qui peuvent bénéficier d'une RQTH, c'est mobilisation de des 500 référents handicap de Carrefour pour pouvoir les accompagner dans la réalisation et l'élaboration de leur dossier administratif pour la RQTH. La 4e étape, c'est pour tout le monde. Et là, c'est l'adaptation des outils. Donc numérique, surtout avec l'utilisation du facile à lire et comprendre, donc en mobilisant le FALC. Ils ont travaillé sur des speech to text et text to speech, donc comment donc vraiment transférer la parole en écrit et vice-versa. Ils ont travaillé également sur une appli Open10, ça c'est par rapport aux salariés qui ont des problématiques 10. Et ils ont fait le choix d'équiper les collaborateurs aussi de claviers adaptés. Donc ça, ce sont des solutions en plus, bien sûr, de tout ce qui est, comme je vous ai dit, la formation pour les 2000 salariés, pour les personnes en situation d'illettrisme et en difficulté avec les compétences de base. Et à la fin, c'est un choix aussi de créer un réseau interne d'entraide de salariés volontaires dans chaque magasin pour pouvoir soutenir et aider leurs collègues qui sont en difficulté. Et tout ce réseau d'entraide a été accompagné et formé. Donc, l'agence les a accompagnés dans le choix, dans la création de l'élaboration de leur cahier des charges, dans le choix également du prestataire qui met en place donc l'offre de services et de formation. Voilà, donc c'est un projet assez ambitieux, mais c'est un projet qui a été co-construit avec des salariés concernés et c'est un projet qui a plus une entrée RSE certes, mais l'objectif de Carrefour, ce n'est pas juste de l'inclusion ou de la RSE, c'est également satisfaction de clients. Et quand on dit satisfaction client, on dit fidélisation. Et quand on dit fidélisation de clients et satisfaction de clients, on a également des salariés qui sont concernés, du coup, satisfaits et contents. Donc, c'est vraiment une démarche très vertueuse et c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Voilà. Si on peut passer, du coup, au témoignage suivant, si tu peux. Alors, un autre témoignage, ou plutôt expérience, c'est celle de Compass, le groupe Compass. On était avec donc l'hypermarché Carrefour. On passe à un groupe également, le groupe Compass, qui est dans la restauration collective. Le groupe Compass nous a contactés pour nous dire, voilà, on a des difficultés avec certains salariés, mais on ne sait pas comment faire. On ne sait pas si on n'a que ces 2 ou 3, mais peut-être qu'il y en a d'autres, mais on ne sait pas comment mettre en place des actions. On a décidé avec donc l'agence et avec le groupe Compass et Acto, hein, donc comme OPCO. Pour Carrefour, c'était vraiment l'Opcommerce qui était assez présent également. On a décidé de commencer par de la sensibilisation des managers. C'était très important
de sensibiliser les responsables vraiment de site pour qu'ils comprennent de quoi parle-t-on quand on parle de compétences de base, pour casser leur représentation, pour travailler un petit peu sur comment repérer, comment objectiver les besoins, comment mesurer les risques, comment donc également comprendre et pourquoi il est important de comprendre les incidences et les répercussions de l'illettrisme sur leur activité à eux-mêmes, hein, donc en tant que manager, mais également sur l'activité de leur site. Et c'est là où tout le travail sur les coûts cachés était important. Suite à cette sensibilisation de l'organisation, on est passé à l'offre de l'ANLCI, qui est la coopérative de solutions, un accompagnement mis en place ou, comme je dis tout à l'heure, mettre autour de la table des salariés concernés, des managers, des représentants de personnel, services RH, etc., pour pouvoir vraiment prototyper, réfléchir ensemble aux solutions propres du groupe Compass. Ça a permis de travailler sur l'angle comment communiquer pour convaincre, d'un côté, mais en même temps, quelle offre de service, quel accompagnement, quel contenu mettre en place pour pouvoir former et accompagner les salariés. Et on est parti d'une expérimentation, contrairement à Carrefour qui a décidé de lancer quelque chose de grande envergure. Compass, comme beaucoup d'autres entreprises, petites comme grandes, hein, qui ont été accompagnées, l'idée de pilote et d'expérimentation, elle est très importante parce que ça permet de réajuster si besoin et tout. Donc, on a fait une expérimentation en Île-de-France avec toujours le travail autour du cahier des charges, le choix du prestataire, de l'accompagnement et l'expérimentation qui a été mise en place, c'était autour de séances de 3, donc pour 3 à 8 personnes, animées donc par un prestataire spécialisé dans l'accompagnement des compétences de base, réparties en 12 journées, hein, donc du vendredi, les vendredis d'octobre à janvier 2025, et on était sur un jour de formation. C'est largement suffisant. Ça permet aux salariés de pouvoir transférer tout ce qu'il a acquis en formation sur le terrain également. Et c'était sur le site de Châtillon. Et le plus important, c'est que l'entreprise là a décidé de prendre en charge à 100% donc cette formation. Là, Compass lance bien sûr donc une partie de l'expérimentation vers le déploiement de son offre de services pour tous ses salariés. La phase de généralisation est normalement lancée donc en 2025. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Oui, en complément, Lamia, juste dire que j'ai Oui. eu Emmanuelle Bouy au téléphone vendredi, donc la DRH du groupe, qui me disait à quel point elle était satisfaite de l'accompagnement et des résultats sur ces 2 premières sessions et qu'effectivement, ils travaillaient à la phase de généralisation puisqu'en fait, l'apport de l'organisme de formation leur avait complètement convenu et répondait vraiment aux besoins des salariés, parce qu'il faut dire que dans la coopérative des solutions, on a mis des salariés concernés par l'illettrisme autour de la table. Ça, c'est un peu le cœur de la démarche qui est très important. On avait aussi des représentants du personnel et ça a été extrêmement aussi émouvant. Il y a eu des beaux moments, voilà, Oui, tous c'est clair, ensemble ouais. sur le chemin de la maîtrise des compétences. Merci, Lamia. Et ce qui est intéressant, aussi, Audrey, c'est que l'entrée et on va dire, la motivation des salariés diffère. Pour certains, c'était des motivations personnelles. Pour d'autres, c'était des motivations vraiment en lien avec le travail. Mais c'est juste pour vous dire, quand un salarié a aussi des motivations et des besoins personnels, il faut les écouter. On ne peut pas séparer le personnel du professionnel déjà, mais quand on a un salarié qui dit tiens, moi j'aimerais bien vraiment renforcer mes compétences de base pour être assez vigilante, pour pouvoir accompagner la santé de mon enfant ou la scolarité de mon enfant, c'est quelque chose de très important. De toute façon, ça permet de toute façon d'être encore plus autonome aussi sur le poste de travail. Donc l'investissement, si c'est pour des raisons personnelles, est lié également au niveau professionnel. Et je répète, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde.
vraiment. Donc, les bénéfices, si vous voulez, du développement des compétences de base pour une entreprise sont beaucoup plus importants que de ne pas agir. Ne pas agir coûte beaucoup plus cher. N'oubliez pas, ça peut aller jusqu'à 6% de la masse salariale annuelle d'une entreprise. Voilà. On va continuer et on va voir là la dernière étape. Donc, souvenez-vous, informer, sensibiliser. Donc, le premier, avec le CNFPT et PMI. On était également sur le repérage avec le FPETT, l'accompagnement avec Carrefour et Compass. Et là, on va passer sur la question de l'évaluation et surtout le retour sur investissement, surtout pour les personnes, pour les salariés. Si tu peux partager, Audrey, merci. Je suis née à Madagascar et j'ai grandi à l'île de la Réunion. Je travaille au centre hospitalier Lyon-Sud. Je travaille à la stérilisation de Saint-Priest. Mes difficultés, moi, c'est la prise de parole en groupe, le manque de confiance en moi et le stress. C'est vraiment la confiance en moi, m'ouvrir avec tout le monde, avoir de la communication, ne pas peur de s'engager. J'ai pas les mots professionnels pour m'exprimer ou pour expliquer une situation. Moi, elle m'a dit, Marie-André, il y a un projet qui va se mettre en place au sujet d'une formation. Est-ce que vous vous intéressez? J'ai dit, bah oui, il n'y a pas de souci. Ça, franchement, ça m'a fait vraiment plaisir. Donc, Ça sert pour le travail parce que j'écris mon travail. Ça a changé énormément parce qu'aujourd'hui, moralement, franchement, je me sens confiante, je me sens forte et je sens que je suis, même autour de moi, même mes collègues me disent que voilà, ça se voit que cette formation m'a donné beaucoup de force, beaucoup de bagages pour avancer. Il fallait que je continue la formation pour pouvoir apprendre. Et puis avoir l'autonomie aussi. J'aimerais bien diriger une équipe, parce que j'aime bien le relationnel. Moi, j'aime bien déjà en particulier aider mes collègues. C'est une formation que je conseille à des gens comme moi. Il n'y a pas d'âge, de toute façon, pour apprendre, on apprend toujours. Oui, c'est une formation vraiment enrichissante. Merci Audrey. Merci Audrey. Donc, ce témoignage, c'est dans le cadre d'un dispositif qui a été mis en place par l'ANFH qui s'appelle les 4C. C'est des clés pour des compétences, des connaissances et une carrière. L'ANFH a fait le choix d'avoir une entrée compétences et de travailler toutes les compétences de base, lire, écrire, compter, cliquer, donc parce qu'il y a également le numérique, mais avec une démarche compétences où on va insister sur la question de comment on peut être plus autonome sur son poste de travail pour réaliser des tâches, comment se repérer dans l'espace d'une chambre pour une ASH, comment travailler pour pouvoir accéder à par exemple, un concours pour passer d'ASH à aide-soignant, etc. Et donc, c'est quelque chose qui a été, c'est un dispositif qui est mis en place dans toutes les régions, souhaitant le mettre en place. L'Île-de-France était un des pionniers donc, de ce dispositif où il y a plus de 1000 agents qui a été formé pendant plusieurs années. Donc, et c'est l'exemple de ce dispositif qui a été par la suite, en Île-de-France, qui a été par la suite mis en place ailleurs dans les autres régions. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions. N'hésitez pas, voilà, donc on a essayé de respecter le temps malgré donc ces difficultés techniques, voilà, entre les problèmes de connexion, voilà, le problème de train et tout. Donc n'hésitez pas, on est à disposition, il nous reste encore une dizaine de minutes pour écouter vos questions et pouvoir y répondre.
Vous voyez l'importance donc de ces compétences de base. C'est au-delà vraiment de la lecture, de l'écriture, au-delà de vraiment cette question de soutenir une personne pour pouvoir être autonome. On est pour une entreprise, sur de quelque chose de plus important, puisque compétences de base rime avec compétences collectives, que ce soit au niveau individuel pour la personne, plus de confiance en soi, plus avoir le pouvoir d'agir et la possibilité d'agir aussi, ce pouvoir d'agir pour oser donc changer de projet, aller sur une reconversion professionnelle, accéder à Cléa, donc avec l'appui de Transition Pro, aller sur donc des projets personnels également, mais également au niveau collectif, puisque ça permettrait à une organisation publique ou privée de vraiment aller jusqu'au bout de ces changements quand elle est dans une logique de changement, de réaliser ses projets et surtout de créer un climat social vraiment propice pour que chaque salarié soit une réelle force vive et de s'investir donc dans son organisation. Voilà. Alors, est-ce que vous savez comment le CNFPT accompagne les collectivités sur des projets de ce type en intra? Alors, sur cette question, il n'y a aucun problème, si vous voulez, pour en discuter. On peut le faire donc vraiment en dehors de ce webinaire. Le CNFPT, je vous donne un exemple qui n'a rien à voir avec l'Île-de-France du coup. Donc Audrey, désolée, mais je vais parler de la ville de Macouria. Donc je vais vous renvoyer directement dans les Drômes et spécifiquement en Guyane, où le CNFPT a accompagné la ville de Macouria, la mairie de Macouria, dans la mise en place de toute une offre de services pour développer les compétences de base de ces agents. Et donc, ils ont formé 24 agents pour accéder à l'autonomie, avec un objectif au départ. Donc, c'était comment renforcer la qualité de service pour avoir donc la satisfaction des usagers. Vous voyez, donc on est passé par là. Et le CNFPT a travaillé donc main dans la main avec la ville de Macouria et avec notre correspondant Olivier Marnette, donc de la NLCI, et ils ont co-construit une offre de service et ils ont lancé un cahier des charges pour choisir un prestataire pour par la suite mettre en place l'offre de formation. On est passé par toujours les 4 étapes, donc voilà. L'information, la communication au départ, le repérage et comment donc objectiver les besoins en mobilisant l'outil EVA, et l'offre de service co-construite du coup avec le CNFPT qui a pris en charge la formation et donc toute la partie accompagnement des agents de la ville de Macouria. Si vous souhaitez, vous pouvez aller sur notre chaîne YouTube, vous pouvez trouver les témoignages du maire de Macouria et de d'autres également structures. Le CNFPT accompagne également en inter, parce que parfois, une collectivité peut ne pas avoir beaucoup de salariés, d'agents, pardon, et du coup, la logique de l'inter peut être intéressante. Et ils ont des tests de positionnement, ils utilisent les outils, donc ils utilisent ce guide-là, et ils utilisent également des offres vraiment intéressantes et adaptées. Tiens, il y a un accompagnement de Pascal Lucas. Bon. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas pour le moment, la mienne. Remarque. Est-ce que comment mettre en place un accompagnement? Alors, il faudrait nous préciser la première chose, le contexte. Ah, vas-y. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Oui, c'est parfait, c'est ce que j'allais dire. La première chose, c'est quel accompagnement, quelle structure, etc. Si vous pouvez nous dire, nous donner plus de précision. Associatif, d'accord. Et quel secteur d'activité? C'est important. De toute façon, le premier, franchement, interlocuteur qui est hyper important, c'est votre OPCO.
votre conseiller OPCO. Et vous pouvez avoir par la suite également, vous pouvez avoir toutes les informations nécessaires pour avec notre chargé de mission. Alors, Solidarité nationale, salariés étrangers qui est à l'accueil. Alors, je tiens à rappeler peut-être qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas vu tout à l'heure ou peut-être qu'on est passé très vite. Quand on parle d'illettrisme, on parle de personnes qui ont été scolarisées donc, en France et qui, pour X raisons, se trouvent en difficulté avec les compétences de base, lire, écrire, compter. Et de facto, maintenant, on rajoute également la problématique d'électronisme, donc cliquer. Les problématiques de public étranger qui a été scolarisé dans leur pays d'origine, on est beaucoup plus sur du fleu. D'accord. Dans une entreprise, vous allez me dire, on a de tout. On peut avoir des personnes donc d'origine étrangère, des personnes en situation d'illettrisme, etc. Par rapport aux personnes d'origine étrangère, il y a d'autres circuits qui sont importants, qui peuvent être mobilisés. Et selon votre lieu, hein, donc si vous êtes sur Paris, je sais qu'il y a des appuis avec le réseau Eiffel, avec la ville de Paris et tout, qui peuvent soutenir. Il y a beaucoup d'associations pour ça. Pour les réseaux franciliens, il faut se rapprocher vraiment de ceux qui travaillent avec l'OFI. Donc les prestataires de l'OFI pour pouvoir accompagner des salariés étrangers. Mais sinon, votre OPCO est là également pour pouvoir vous donner toutes les réponses sur les publics qui ont été scolarisés dans leur pays d'origine, qui apprennent le français comme langue d'accueil. Donc, on va travailler beaucoup plus sur les actes de langage ou des personnes qui n'ont jamais été scolarisées, que ce soit en France ou dans leur pays d'origine et qui sont dans une situation d'analphabétisme. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Pas pour le moment. Parfait. Bon, je pense qu'on arrive au bout. Hein. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci Pascal hein, pour ton intervention. Le témoignage de père est parfois plus impactant pour des collègues. Effectivement, on arrive à avoir des témoignages de personnes qui arrivent à dépasser la honte, la peur, la stigmatisation dont on parlait pour pouvoir en parler, effectivement. C'est toujours une question de confiance sur ces questions-là. Comment inciter à le faire c'est bien, effectivement, de trouver des ambassadeurs en interne qui peuvent permettre de diffuser la bonne parole et d'expliquer par quoi ils sont passés, les leviers qu'il faut actionner pour faire en sorte d'avoir des solutions efficaces. Je suis d'accord avec toi, Pascal, mais on peut être aussi, vous savez, là, les JNAI, cette période, elle est hyper intéressante. Vous pouvez, par exemple, vraiment, vous pouvez faire quelque chose. Je vous donne un petit exemple. Ce soir, sur France 2, en prime time, il va y avoir un petit documentaire sur la question de l'illettrisme et comment ça impacte la vie des gens. D'accord. Communiquer sur ça, c'est une manière d'agir aussi. C'est une manière d'agir indirectement auprès des personnes sans les stigmatiser, sans dire quoi que ce soit. Et ça permettrait aux gens aussi, du coup, de réfléchir et de se dire, bah tiens, on parle de ça même à la télé, ça peut concerner n'importe qui. Mettre des affiches, parler de manière vraiment très ciblée, en intégrant cette question dans une démarche beaucoup plus large, d'un objectif beaucoup plus stratégique pour votre structure, ça peut être encore impactant. La parole des pairs, elle est très intéressante. On a des témoignages, vous pouvez regarder sur notre chaîne YouTube, il y a des témoignages qui peuvent être vraiment intéressants pour vous. Vous pouvez vous-même donc proposer, tiens, vous voyez une information, regardez ce témoignage, il peut être intéressant pour tous, de manière très vraiment simple. Ça fait réfléchir et ça peut déclencher des prises de conscience. Mais ce ne sont que des exemples. Hein. Bon, je pense que là, on a fait le tour. Il est midi, donc on arrive à la fin de ce webinaire. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci beaucoup, Pascal, pour ton intervention.
Merci aussi pour votre patience malgré ces voilà, difficultés techniques. Audrey était obligée de se déconnecter parce que, comme je vous ai dit, elle était à la garde. Donc, voilà. Elle vous remercie vivement pour votre vraiment participation, pour votre engagement. N'hésitez pas à reprendre contact avec elle. Je remercie également tous les partenaires OPCO, Transition Pro et tous ceux que j'ai oubliés, et je m'en excuse, qui vraiment agissent sur le terrain et qui travaillent main dans la main avec l'agence, avec ce groupe, on va dire, ce collectif intersectoriel pour pouvoir apporter des réponses et soutenir les agents, salariés, toute personne en difficulté avec les compétences de base. Ensemble, on peut aller plus loin. Donc, n'hésitez pas à continuer à en parler pour pouvoir avancer ensemble. Merci pour votre engagement. Au revoir tout le monde. Bonne journée à tous. Bonne journée.